Conakry, le 10 avril 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Cannes 2019 en Égypte avec le lancement à la primature de la caravane de soutien au Sili national pour la journée de ce mercredi. Plus de 150 millions de francs guinéens ont été collectés. Le Premier ministre appelle à la mobilisation. Bientôt, une usine de ciment à Satenea dans la préfecture de Bokeh. Elle aura une capacité de production de 150 000 tonnes par an. La zone économique spéciale de Bokeh attire de gros investisseurs. La première dame de la République de Guinée offre une mosquée aux fidèles musulmans du quartier Madina à Kankan avec une capacité d'accueil de 2000 personnes. Les populations de Nabaya expriment leur gratitude à la donatrice. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, une série de décrets du chef de l'État. Décret dès 2019, PRG, SGG portant nomination de hauts cadres au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, Madame Fanta Sissé, précédemment secrétaire générale au ministère du Commerce. Chef de cabinet, M. Mohamed Kamara, précédemment directeur adjoint des affaires juridiques et consulaires. Conseiller principal, M. Boubacar Diallo, en service au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Conseiller chargé des questions politiques, M. Keletigui Fama Touré, précédemment directeur adjoint à la direction Europe, Amérique, Océanie. Conseiller chargé des questions de la diaspora et des carrières internationales, M. Mohamed Dabo, précédemment premier secrétaire à la mission permanente de Guinée auprès des Nations Unies. Conseiller chargé des questions économiques, M. Jean-Pierre Yawara, précédemment inspecteur général au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Conseiller chargé des questions de communication, M. Momelamine Solano, journaliste. Conseiller chargé de mission, Madame Aminata Kamara, précédemment directrice à la direction des Guinéens de l'étranger. Attaché de cabinet, Madame Nagbe Kondé, en service à la direction des organisations internationales. Directeur général des organisations internationales, M. Cheikh Ahmed Tidiane Kamara, précédemment directeur à la direction Afrique, Asie, Moyen-Orient. Directeur général adjoint des organisations internationales, M. Mohamed Ouriba, précédemment sous-directeur ONU à la direction des organisations internationales. Directeur général Afrique-Asie, Moyen-Orient, M. Boina Fangamou, précédemment directeur adjoint Afrique-Asie, Moyen-Orient. Directrice générale adjointe Afrique-Asie, Moyen-Orient, Madame Mamakalas Traoré, en service au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Directrice générale Europe, Amérique, Océanie, Madame Aminata Koïta, confirmée. Directeur général adjoint Europe, Amérique, Océanie, M. Alpha Ibrahima Diallo, précédemment chef de section à la direction des affaires juridiques et consulaires. Directrice générale des affaires juridiques et consulaires, Madame Mama Aïssata Bangora, confirmée. Directeur général adjoint des affaires juridiques et consulaires, M. Elhadj Ibrahima Diallo, précédemment chef de la section Accords, Conventions et Traités. Directrice générale des Guinéens de l'étranger, Madame Fatoumata Sako, en service au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Directeur général adjoint des Guinéens de l'étranger, M. Mamadou Satiou Bari, confirmé. Directeur général du protocole, M. Framoui Mara, administrateur en service au protocole d'État. Directeur général adjoint du protocole, M. Mohamed Dramé, confirmé. Directeur du centre de formation et de perfectionnement diplomatique, M. Laïn C. Doré. Directeur adjoint du centre de formation et de perfectionnement diplomatique, M. Momelamine Traoré, précédemment sous-directeur chargé de la formation au CEFOPED.
Directeur du bureau d'études et de stratégie, M. Abdoulaye Baldé, confirmé. Directeur adjoint du bureau d'études et de stratégie, M. Dondor Silla, confirmé. Inspecteur général, M. Sekou Conté, en service à l'inspection générale du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Inspecteur général adjoint, M. Alphaba, en service au cabinet du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 10 avril 2019, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Cet autre décret, D 2019-116 PRG SGG portant nomination de préfet. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Préfet de Guékédou, M. Tamba Nestor Tonguino, numéro matricule 182 768 J, ingénieur agronome consultant. 2. Préfet de Télimélé, M. Amadou Sayo Diallo, numéro matricule 194 354 D, administrateur civil en service au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. 3. Préfet de Massanta, M. Mohamed Achek Diallo, précédemment préfet de Mandiana. Préfet de Sigiri, colonel Moussa Condé, précédemment commandant la région opérationnelle maritime Sud. 5. Préfet de Yomo, colonel Issa Kamara, en service à l'état-major général des armées. 6. Préfet de Kéréwani, M. Sekou Touraman Diabaté, précédemment préfet de Massanta, en remplacement de M. Damou Kanté, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 10 avril 2019, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Au palais Séroutouria, le président de la République a reçu en audience quelques responsables et étudiantes de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Ils étaient venus remercier professeur Alpha Condé pour avoir accepté le titre de docteur honoris causa. Le chef de l'État leur a prodigué d'utiles conseils allant dans le sens de la qualification du système éducatif. Ibrahima Keïta. C'est dans une ambiance détendue que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a reçu en audience ce mercredi quelques encadreurs et étudiantes de l'Université générale Lansana Conté. Le recteur de cette université et sa suite sont venus dire au chef de l'État merci pour avoir accepté le titre de docteur honoris causa et surtout le déplacement effectué sur leur campus. En réponse, le chef de l'État a invité les encadreurs à plus de rigueur dans la formation en s'appuyant sur des programmes qui répondent aux besoins du marché de l'emploi. Parlant des étudiantes, professeur Alpha Condé a insisté sur le courage et le dépassement de soi pour se hisser, car la réussite vient au bout de l'effort. Le chef de l'État les a remerciés pour l'avoir donné le titre de docteur honoris causa. Nous voudrions bien remercier, Excellence, Monsieur le Président. Et là, je le fais à leur nom, au nom de l'ensemble des étudiantes et étudiants, enseignants, chercheurs et non-enseignants de l'université. Je remercie donc, Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais ce remerciement, c'est en toute première position d'avoir accepté de répondre à l'invitation de notre université. Et ça, c'est aller droit dans le cœur de chacun des étudiants, de chacun des enseignants-chercheurs et des non-enseignants. Ça nous a régaillardi, ça nous a donné beaucoup d'audience. Et aujourd'hui, tout le monde parle de Sonfonia grâce à cette visite que nous avions souhaitée et que nous avons eue. Nous voudrions donc à cette occasion le remercier vivement. Et pour notre présence ici, cela aussi, c'est un bonheur pour nous d'être reçus par le président de la République et d'avoir pu parler avec lui dans la plus grande simplicité, dans la plus grande ouverture d'esprit. Au nom des étudiants et étudiantes de l'Université générale Lansana Conté, Aïcha Sekoussila a traduit l'impression de ses collègues. Nous sommes dépassés parce que le président nous a reçus dans ce magnifique palais. On a tellement charité et ça nous va droit au cœur. Au nom de toutes mes amies,
et au nom vraiment de toutes les autorités de Symphonia, nous disons un grand merci au président de la République. Et Inch'Allah, le combat continue et la Guinée deviendra ce qu'on veut vraiment. C'est donc des encadreurs et étudiantes de l'Université générale Lansana Conté comblés qui ont quitté le palais Sékou Touré ce mercredi. Près de mois après sa mise en place, le comité de soutien au Sili national a officiellement lancé ce mercredi sa caravane de collecte de fonds. Accompagné des supporters, le comité a été reçu par le Premier ministre en chef du gouvernement et l'occasion pour Dr Ibrahima Kassori Fofana d'inviter les Guinéens à se mobiliser derrière leur équipe nationale. Abdelaziz Baldé sur cette opération. À moins de 3 mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, le compte à rebours est lancé. Le comité de soutien au Sili national et sur tous les fronts pour mobiliser des supporters ainsi que la collecte des fonds. Cet après-midi, c'est la primature qui est la première étape de la caravane. Au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai l'honneur et le privilège de remettre ce chèque de 50 millions de francs guinéens et 20 000 francs au comité d'organisation du Sili national. Donc c'est 50 millions 20 000. 50 millions 20 000. Vive le Sili national. Outre cet appui, Dr Ibrahima Kassori Fofana réitère son attachement à l'équipe A du Sili. Au nom du président de la République, d'entonner le soutien de tout un peuple, le peuple de Guinée, qui va accompagner par les bénédictions, par les prières, par les applaudissements et même par les fétiches notre équipe pour qu'elle représente la Guinée dans son ambition de reconquérir la place, donc on appelle ça Afia 77, pour partager cette joie d'une victoire du Sili national aux prochaines compétitions en Égypte. De la primature, le comité de soutien est reçu par le département des sports et celui des travaux publics. Dans la ferveur, une somme de 100 millions de francs guinéens est offerte au comité, soit 50 millions pour chacun des ministères visités. Les anciennes gloires apportent aussi leur modeste enveloppe pour la relève. Pour cette journée, plus de 150 millions de nos francs sont déjà mobilisés. Nous avons de grosses entreprises qui travaillent avec nous et j'ai rassuré le président du comité que nous allons mobiliser au minimum, si ce n'est 10 fois, au moins 20 fois ou même voire 30 fois ce que nous pouvons mobiliser en tant qu'institution, en tant que département ministériel. Nous allons mobiliser les entreprises et elles accompagnent déjà en tant que mécène le football guinéen et je suis convaincu que ce sera avec bonheur que ces entreprises vont accompagner cette belle dynamique et afin que le 11 national puisse remporter cette coupe. Nous avons demandé à ce que toute la Guinée s'élève. Il y a des gens qui peuvent donner des colas, il y a des gens qui peuvent donner l'espèce, il y a des bénédictions, exactement, des bénédictions. Donc on a besoin de tout ça. Ce n'est pas seulement Conakry, mais c'est toute la Guinée. Nous prendrons des dispositions pour que des équipes soient envoyées à l'intérieur du pays. Qualifié premier du groupe devant les éléphants de la Côte d'Ivoire, le Sili de Guinée attend de connaître ses adversaires lors de cette CAN en Égypte. Le tirage au sort est prévu ce vendredi 12 avril au Caire. Une bonne nouvelle pour l'économie guinéenne. La Banque mondiale vient de mettre à la disposition de notre pays une enveloppe de 40 millions de dollars. Cette somme vise à soutenir le projet d'appui à la gouvernance. La signature a eu lieu ce mercredi à Washington, à marge des assemblées de printemps du FMI et du groupe de la Banque mondiale. Voici le reportage de notre envoyé spécial Mamadi Gassama. Depuis plusieurs années, la Banque mondiale accompagne la Guinée dans son programme d'appui aux communautés villageoises. Pour consolider davantage les acquis, l'institution accorde à nouveau à la Guinée un prêt concessionnel de 40 millions de dollars. Cette enveloppe financière devrait permettre à la Guinée de soutenir son projet d'appui à la gouvernance locale. Le projet est aligné sur les objectifs du régime d'atténuation des risques financé par IDA 18. En effet, il jouera un rôle unique et essentiel dans le rétablissement de la confiance entre l'État et ses concitoyens, en soutenant les processus de développement participatif et inclusif. Pour la première fois en Guinée, un projet adopte une approche mixte d'assistance technique classique et des décaissements liés aux indicateurs qui soutiennent l'opérationnalisation du FNDL et la réalisation des plans annuels d'investissement communaux.
Le montant est destiné aux 337 communes urbaines et rurales que compte le pays. Cet accord de prêt vient conforter l'Agence nationale de financement des collectivités locales dans sa démarche d'aider les communes à gérer leurs ressources financières de façon transparente et participative. Nous nous félicitons de la signature de ce projet d'accord et il est important parce qu'il va permettre le développement à la base dans notre pays. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, et du Premier ministre, Dr Kassori Fofana, remercier le groupe de la Banque mondiale pour son assistance continuelle au gouvernement de la République de Guinée. Après la signature d'accords de prêt, la délégation guinéenne a eu un entretien avec le vice-président pour la région Afrique à la Banque mondiale. Là, des doléances sont faites auprès des partenaires afin qu'ils prennent en compte les préoccupations du gouvernement guinéen dans la mise en œuvre de son plan national de développement économique et social, PNDS. Dans l'actualité encore, le ministre des Mines et de la Géologie poursuit son séjour de travail à l'intérieur du pays. Après Sigiri, Abdoulaye Magasuba est en région forestière et s'est rendu mardi à Lola pour s'inquérir de l'évolution des travaux de la société Sama Ressources Guinée, une société impliquée dans l'exploitation du graphite. Reportage à Lola, Mohamed Amin Kaba, Valérie Talimane. À 42 km du chef-lieu de la région administrative de Nzérékoré, voici la préfecture de Lola. Cette ville abrite la société Sama Ressources Guinée. Celle-ci explore le graphite, un des minerais les plus prisés dans le monde, mais jusque-là inexploité dans notre pays. Aujourd'hui, l'État compte tirer profit de cette ressource naturelle grâce au projet Lola Graphite. La société installe son laboratoire géologique qui assure l'analyse des échantillons du minerai pour déterminer la teneur. C'est tout à fait un processus qui se passe ici. Mais pour aboutir au graphite pur. Le graphite est utilisé dans beaucoup de domaines, dans des domaines classiques comme pour le crayon, pour les garnitures de freins, ainsi de suite. Mais il y a un marché émergent pour le graphite, c'est les énergies renouvelables. Mais l'élément fondamental, c'est que la production de graphite, lorsque nous arriverons à ce stade-là, permettra de répondre à une exigence, à une orientation très claire du président de la République, du chef de l'État, dans la diversification de la production minière. Bien avant sa phase d'exploitation prévue pour 2021, le projet augure déjà de l'espoir. Sama Ressources pourrait ainsi devenir un élément catalyseur de prospérité et de développement. Ici, les populations ont compris que ces sociétés font beaucoup de bien pour elles et par conséquent, elles doivent les protéger ces sociétés. Et voilà pourquoi ça fait un motif de fierté, de joie, de réjouissance pour moi. Peu avant cette visite au laboratoire d'analyse du graphite, le ministre des Mines et de la Géologie a successivement conféré avec les notables et administrateurs locaux des préfectures de Nzérékoré et Lola. Une occasion pour Abdoulaye Magasuba d'insister sur la préservation de la paix dans cette région afin d'offrir un climat propice aux investisseurs. La zone économique spéciale de Guinée attire de gros investisseurs. Une nouvelle unité de production de ciment sera bientôt installée dans la région avec une capacité de 450 000 tonnes par an. La pose de la première pierre a eu lieu à Sateneya. C'est dans Kamsar. Mariam Kamara, Tabansila. À plus de 300 km de la capitale Conakry, la ville de Boké. Zone minière par excellence, cette ville est devenue la convoitise des investisseurs. Dans le district de Sateneya à Kamsar par exemple, une nouvelle unité industrielle sera bientôt implantée.
À travers cette pose de la première pierre, les cimenteries de la Basse-Guinée, CIMBG, viennent allonger la liste des nouvelles usines de production de ciment dans le pays. Dès l'instant où le chef de l'État a décidé que Boké, Bofa et Gawal soient considérés comme zone économique spéciale, les partenaires allemands, mauritaniens et guinéens ont estimé qu'il faut aider au processus de développement. Et l'un des éléments phares à mettre tout de suite en place, nous avons dit, c'est une cimenterie. L'usine sera bâtie sur une superficie de 20 hectares. Elle aura une capacité de production de 450 000 tonnes de ciment par an, une centaine d'emplois directs et plus de 500 indirects sont prévus. Nous souhaitons vraiment une bonne réussite à ce projet qui vient augmenter et renforcer notre tissu industriel. Les cimenteries de la Basse-Guinée, CIMBG, sont le fruit d'une coopération multinationale. Le coût global de l'investissement dépasse les 18 millions d'euros. Les travaux de construction durent 16 mois. Selon les ingénieurs, la première tonne de ciment est attendue pour juin 2020. Dans la savane, la construction de la route nationale Kankan-Madiana avance à grands pas. À ce jour, les travaux de dégagement et de terrassement ont atteint le PK 40. La mission de contrôle apprécie le niveau d'exécution du chantier. Ansmat Madi Camara signe le reportage. Après avoir réalisé 17 des 40 km de la tranche optionnelle sur la route nationale numéro 7, Kankan-Madiana, la poursuite des travaux est en cours depuis plus de 4 mois. Au passage de notre équipe de reportage ce 9 avril, l'entreprise Guiter SA a déjà terminé le dégagement du point kilométrique 17 au PK 50 avec une largeur de 30 mètres. Et les remblais ont atteint le PK 43. Actuellement, entre PK 17 au PK 43, nous sommes à hauteur de 300 000 m3 de remblais, déjà réalisés en l'espace de 3 mois. Comme vous constatez vous-même, c'est des zones de bas-fond. Si on ne met pas des remblais de grande hauteur, ça crée des inondations en période de crue. Le projet, c'est pour 2 ans. La première phase, l'objectif, c'est d'arriver à Koyeran cette année, au PK 65. Sur les 40 km de la première tranche, dite optionnelle, 63 ouvrages de franchissement sont à construire. Et sur l'ensemble du tronçon, de Kankan à Madiana, 3 grands ponts modernes vont remplacer ces ouvrages de fortune à Sanfina, Nerekoro et Koyeran. Pont à faire, actuellement, on a commencé les ouvrages de décharge et d'assainissement. On attendait l'approbation des plans pour commencer les ouvrages d'art. L'achèvement à temps des travaux de construction de la RN7 Kankan-Madiana pourrait être compromis par certaines difficultés comme la présence des fibres optiques du backbone national dans les emprises de la route. Ça va freiner l'évolution parce que les déplacements réseau, surtout les fibres optiques, les spécialistes doivent venir accompagner l'entreprise pour qu'on puisse avancer le plus tôt que possible. Mais si les techniciens ne sont pas sur place, nous personnellement, l'entreprise et la mission de contrôle, on ne peut pas toucher à ces câbles-là. La construction de la RN7 Kankan-Madiana sur 85 km est financée par le gouvernement guinéen à hauteur de 126 millions d'euros. Dans ces travaux, 5 autres kilomètres de la voirie urbaine de Madiana seront également construits. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, poursuit son plaidoyer auprès des institutions de la République. Le plaidoyer porte sur l'introduction des nouvelles technologies au processus électoral. La CENI a déjà rencontré la HAC, la Haute Autorité de la Communication, et la Cour des comptes pour leur implication dans la sensibilisation des acteurs politiques. Saïdou Mania, le reportage. La Cour des comptes, qui a pour compétence de contrôler toutes les structures qui bénéficient de l'apport financier de l'État, a été visitée ce matin par la CENI. Avec ce partenaire majeur de l'organe de gestion électorale et des acteurs politiques, les échanges ont porté sur les différents contours de l'introduction des nouvelles technologies envisagées pour les prochaines échéances électorales. Nous avons profité de cette visite de courtoisie pour expliquer un peu le champ de plaidoyer que nous sommes en train de mener actuellement allant dans le sens de l'utilisation des nouvelles technologies ou une plus grande performance des représentants des acteurs politiques dans les structures de la CENI à la base
Donc nous avons fait une présentation de toutes ces difficultés et souhaité l'accompagnement de la Cour des comptes. Sur cette coopération institutionnelle, la question d'élaboration de fonds de campagne et la non-déclaration de ces documents par les candidats lors des élections communales et communautaires a aussi fait l'objet de dénonciations. La Cour des comptes souhaite voir désormais les acteurs respecter cette exigence avant de réitérer sa disponibilité à soutenir les démarches de la CENI. Au-delà même de l'aspect contrôle, nous avons une parfaite compréhension des préoccupations de la CENI et la Cour s'est engagée à soutenir justement Monsieur le Président de la CENI et l'ensemble des commissaires dans la recherche de solutions pour que la CENI puisse aller de l'avant, telle que l'utilisation prochaine de la nouvelle ou des nouvelles technologies de l'information. Et au-delà de ces dispositions, d'autres mesures ont été harmonisées, cette fois-ci avec la haute autorité de la communication. Cette institution dispose déjà d'une plateforme de monitoring. Elle compte mettre son expérience à profit pour soutenir cette initiative. Il faut que les gens maintenant rentrent dans le 21e siècle et il faut que les nouvelles technologies soient utilisées pour un peu plus de transparence, de partage de communication. Dans les prochains jours, une retraite sera organisée par la CENI pour l'élaboration d'un chronogramme électoral. L'apport donc de toutes ces institutions est attendu pour produire un système fiable et accepté de tous. Le centre de formation judiciaire vient de bénéficier des fonds destinés aux travaux de rénovation et d'extension, un accompagnement du programme d'appui à la réforme du secteur de la justice à hauteur de 100 000 €. L'objectif est d'assurer la formation continue des magistrats et greffiers. Thierno Younoussaba. Dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry, le centre de formation judiciaire. La structure s'occupe de la formation initiale et continue des magistrats, greffiers et autres auxiliaires de justice. À travers ce programme d'extension et de réhabilitation, le cadre d'apprentissage s'améliore. Au visa du nombre d'étudiants que reçoit le centre, il fallait penser à une extension, c'est-à-dire construire de nouveaux bâtiments. C'est ce que vous voyez dans les deux ailes, deux nouvelles salles qu'on a augmentées. Et en plus de ça, il y a la création d'une nouvelle bibliothèque. Et imaginez-vous, ces salles-là étaient tellement exiguës. Pour 50 places, la rénovation nous a permis d'avoir aujourd'hui 100 étudiants par salle. Le programme de réforme du secteur de la justice est soutenu par l'Union européenne à un peu plus d'1 milliard de francs guinéens. La réhabilitation de ce centre va faciliter la formation de 50 auditeurs de justice et 50 élèves greffiers tous les 2 ans. Toute chose qui permettra au département de la justice d'améliorer le ratio population-magistrat dans le pays. Donc l'objectif de cette extension qui était prévue depuis 2014, grâce au programme PARJU, donc la coopération qu'on a avec l'Union européenne, on a pu faire ça, permettra donc d'accélérer l'émergence d'une justice moderne en Guinée, et notamment concernant le recrutement des magistrats et leur formation initiale et leur formation continue. Et nous allons corriger également ce ratio inacceptable qui existe entre la population guinéenne et le nombre de magistrats dans notre pays. Avec cette réhabilitation, le ministère de la Justice compte accélérer le renouvellement de son personnel, aujourd'hui vieillissant. Bientôt, la construction d'un lycée moderne public dans la commune rurale de Manéa, préfecture de Koya, fruit de la coopération guinéo-japonaise. L'édifice va coûter 1,5 milliard de francs guinéens. Les travaux ont été lancés dans l'enceinte du collège de Manéa. Mangué Dantoumassouma était de la partie. Jusqu'ici, le lycée public le plus proche du centre-ville de Manéa est à 7 km. Il est situé dans la commune urbaine de Koya. Pour les collégiens et leurs parents, l'accès à l'enseignement secondaire est synonyme de contraintes logistiques énormes. Beaucoup cèdent à l'abandon scolaire. Après le collège, les enfants étaient contraints d'aller à la commune pour faire le lycée ou jusqu'à l'Ansanaya pour faire le lycée public. Et si aujourd'hui maintenant, vraiment, les Japonais nous octroient ce lycée, ça va droit au cœur. Ce projet d'un montant d'1,5 milliard de francs guinéens est financé par l'ambassade du Japon dans le cadre des dons aux micro-projets locaux.
Par ce projet, le gouvernement du Japon poursuit son appui aux efforts du gouvernement guinéen pour l'éducation afin d'assurer la base de développement du pays. C'est une chose qui était trop attendue à Mania ici, le problème de lycée. Donc si la première pierre est posée aujourd'hui, franchement ça nous donne de la joie, une joie sans limite. L'infrastructure en question est un bâtiment de 9 salles de classe, une direction de 4 bureaux avec mobilier, un bloc de latrines de 3 cabines sera construit dans l'enceinte du collège par une entreprise locale. La durée des travaux est prévue pour 6 mois. Santé, un offre de soulagement pour les tuberculeux. Un nouveau pavillon est opérationnel à l'hôpital Ignace Dine. Ce pavillon a été réalisé et équipé par Plan International de Guinée. Reportage Maroufouba Fatima Touyalo. Au service de pneumo de l'hôpital national Ignace Dine, les malades souffrant de tuberculose se comptent par centaines. Pour améliorer la prise en charge, un nouveau pavillon est créé. Une réalisation de plan international pour renforcer l'offensive nationale contre cette maladie du millénaire. C'est l'une des phases de décentralisation de la lutte contre la tuberculose en Guinée. Ce pavillon d'hospitalisation va permettre une meilleure adhérence des patients au traitement, qui est un traitement que nous savons qui est long, qui est lourd et qui est aussi très difficile. Nous voulons, à travers cet établissement d'hospitalisation, mieux accompagner nos Guinéens et nos Guinéennes surtout, pour qu'ils puissent commencer un traitement et le terminer et guérir de la tuberculose. La tuberculose fait partie des pathologies contre lesquelles le Fonds mondial renforce son arsenal de lutte. L'institution accompagne la Guinée dans son projet de rénovation et de construction de 8 centres sanitaires à Conakry et à l'intérieur du pays. Vous savez que la tuberculose est contagieuse. Donc nous remercions d'abord tout le personnel pour tous les services rendus dans des conditions parfois difficiles aux malades, mais aussi en leur demandant de faire mieux pour vraiment utiliser ce bâtiment à bonne mission. Dans les prochains jours, d'autres centres antituberculeux seront opérationnels à l'intérieur du pays, à l'image de celui de la Carrière à Conakry. Les centres d'hospitalisation des malades tuberculeux de Kindia et Guékédou sont les plus attendus. La représentante de la mission permanente de la Guinée auprès des Nations Unies à New York, Mme Sidibé Fatoumata Kaba, a reçu en audience le directoire de l'école militaire américaine. Au menu des entretiens, le renforcement de la coopération militaire entre les États-Unis d'Amérique et la Guinée. Cette école d'élite accueille un officier de l'armée guinéenne. Fatoumata Samora est notre correspondance aux États-Unis. Ces officiers sont venus échanger avec la représentante permanente sur les défis stratégiques et géopolitiques auxquels notre pays est confronté. Par la même occasion, savoir comment la Guinée appréhende ces questions sécuritaires et quel est son apport à la consolidation de la paix au sein des Nations Unies. Nous ne sommes pas venus à la mission permanente de Guinée pour une simple visite de courtoisie. Nous sommes là pour connaître ce dont la Guinée a besoin en matière de sécurité et voir dans quelle mesure lui apporter notre soutien. Today, we have to all work together. Vous savez que les menaces auxquelles nous faisons face maintenant sont évolutives. Donc il faut chaque fois de nouvelles approches. Et c'était un forum vraiment qui a permis plus de 73 nationalités pendant une année intense d'échanger sur beaucoup de thématiques, de savoir comment les autres aussi appréhendent les mêmes problèmes, avec quels moyens de bord ils parviennent à s'en sortir. Première du genre, cette visite de US Army College à la mission permanente de Guinée a permis à l'ambassadeur Fatoumata Kaba de saluer le rayonnement de la diplomatie guinéenne sous l'ère Alpha Condé. Elle dira par la suite le souhait de Conakry de voir se consolider davantage la coopération militaire avec Washington. Nous avons été très honorés de recevoir le directorat de l'école et nous avons promis de nous rendre là-bas et voir dans quelle mesure on peut renforcer la coopération avec l'école.
Nous avons demandé qu'on accorde davantage d'opportunités aux militaires guinéens de venir faire les formations là-bas. Et nous sommes de plus en plus impliqués dans les opérations de maintien de la paix en Afrique. Donc le renforcement des capacités de nos hommes en uniforme est très important. En ce moment où notre pays fait figure d'école en matière de contribution de troupes aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, la formation des forces de défense et de sécurité est une priorité de première importance. Retour en Guinée, la première dame de la République vient de construire une mosquée pour les fidèles musulmans du quartier Madina dans la commune urbaine de Kankan. Elle a une capacité de plus de 2000 personnes. Cette action témoigne de l'attachement de Haya Djené-Kondé aux valeurs de l'islam. C'est le grand imam de la mosquée Faisal qui a présidé la cérémonie. Maurice Sidibé y était. Elle est la plus grande mosquée jamais réalisée au quartier Madina à Kankan. Cette maison de Dieu est bâtie sur une superficie de plus de 2000 mètres carrés. Avec un niveau R+1, l'édifice est doté de 4 terrasses. Sa capacité d'accueil est de 2672 fidèles. C'est un don de la Fondation Proximi de la Première Dame de la République et de la TICA, agence turque de coopération et de coordination. Je suis très content de me trouver aujourd'hui avec vous ici à Kankan pour inaugurer cette mosquée. Et j'implore Dieu, le Tout-Puissant, qu'il nous accorde la paix et l'unité nationale derrière nos autorités. Ce que je peux dire au peuple, c'est pratiquer leur religion. Dans la vie, là, pas de mauvaise religion. Toutes les religions sont bonnes. Nous remercions très vivement le professeur Alpha Condé, président de la République. Que Dieu, le Tout-Puissant, lui donne longue vie, de santé, de paix et de prospérité dans toutes ses entreprises. La construction de ce lieu de culte est un acte qui s'inscrit dans la promotion des pratiques islamiques. Elle témoigne de l'attachement de la première dame de la République aux valeurs cardinales de l'islam. La mosquée est un facteur d'unification, c'est un moyen de création de la paix et de l'unité. Donc je ne pourrais pas m'arrêter ici sans remercier entièrement Madame la Première Dame pour avoir doté Kankan à cette belle mosquée. Je prie le Tout-Puissant Allah qui accompagne le chef de l'État dans tous ses projets de société et le Premier ministre, chef du gouvernement, Kassouri Fofana, et en toute l'autorité guinéenne, et qu'il protège la Première Dame et amène la paix et la fraternité, la solidarité et le développement durable pour la Guinée. Des latrines et des forages sont aussi réalisés. Cette maison dispose d'une morgue, de panneaux solaires et d'équipements de sonorisation pour faciliter la prière. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.